Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat du second tour des élections territoriales. Et cette fois encore, comme en 2008, c'est une triangulaire, puisque s'ajoute aux deux leaders historiques qui sont Gaston Floss et Oscar Temalu, Teva Rohfritsch, qui a officiellement créé son parti il y a 10 jours, place Tarahui. Teva Rohfritsch, vous, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que finalement vous ne vous êtes pas tiré une balle dans le pied en refusant de vous ouvrir à Teiva Manutei, qui pèse malgré tout près de 7300 voix? Bonsoir à tous. Permettez-moi juste de remercier également les électeurs qui ont fait confiance à Atia Purinetia au premier tour. 25 453 voix. Peu estimé, en tout cas peu de partis politiques estimaient nous voir au second tour, et nous y sommes. J'ai tenu mes engagements simplement qui avaient été pris avant le premier tour, dans la mesure où nous avions estimé que nous ne souhaitions pas engager des tractations, puisqu'il y a aussi une page de notre histoire qui doit se tourner, et ça en fait partie. J'appelle bien entendu tous les électeurs, les 45 000 électeurs qui ont voté pour une autre autonomie, donc pour l'ensemble de ces listes, et parmi lesquelles certaines listes ne seront pas au second tour, eh bien, à poursuivre leur initiative et à voter pour Atia Purinetia, qui est la seule liste au second tour qui incarne ce changement. Pas de tractation, ça veut dire ne pas s'ouvrir à la famille autonomiste? Non, c'est pas ça. Bien entendu, nous appelons les électeurs. Et je leur demande effectivement d'aller au bout du vote qu'ils ont exprimé au premier tour. Qu'ils aient voté pour Teiva Manutei, Patrice Jamais, M. Faletta et tous les candidats qui se sont présentés dans le cadre de l'autonomie. Néanmoins, nous avons souhaité conserver la liste Atia Purinetia, puisqu'il y a une équipe qui a été constituée, qui a été mûrement réfléchie, avec à la fois des personnalités qui ont aujourd'hui une vraie expérience pour prendre la gestion des affaires en main du pays, et puis des jeunes, des moins jeunes, qui souhaitent aussi s'investir avec nous, et puis effectivement des Tavanas. Donc cette liste que nous avons mise au premier tour, nous souhaitons la conserver au second tour, tout simplement. Oui. Teva Rohfritsch, vous regardez cet échange avec un sourire en coin. Ce clivage autonomie-indépendance, il est toujours d'actualité selon vous? Est-ce que vous vous situez dans ce débat-là? Ça fait 30 ans que ça dure. Et vous voyez, je vous souhaite bien du courage pour animer ce débat, puisque certains font les réponses et les questions, et à nouveau les réponses. Vous allez profiter de ce débat justement pour faire votre place? Le chiffon rouge qui a été agité, effectivement, a été double. D'abord, celui de dire qu'aucune autre liste autonomiste ne serait au second tour. Et donc, c'est pour ça que 51 000 électeurs sont venus voter pour le Tahoer Ahuilatira, qui ne sont pas forcément du Tahoer Ahuilatira, mais qui ont souhaité effectivement sanctionner le gouvernement actuel, dire non à ce projet de décolonisation, mais personne n'est propriétaire de ces voix, puisque les uns et les autres avaient affirmé que Atia Purinetia ne serait pas au second tour. Et c'est pour ça, effectivement, que lorsque j'ai tenu ma conférence de presse, j'ai indiqué que pour moi, les compteurs revenaient à zéro. Et vous attendiez, franchement, un score aussi élevé du Tahoera dès le premier tour? La technique du chiffon rouge a marché, ou du chiffon orange, plutôt, devrais-je dire, effectivement. Puisqu'il s'agissait de dire tous contre Oscar Temalu. En 2004, ça a été tous contre Gaston Floss. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et Atia Purinetia souhaite incarner une autre vision de la Polynésie. Bien sûr que nous sommes autonomistes. D'ailleurs, nous nous sommes élevés contre ce projet de décolonisation. J'ai écrit à François Hollande, qui nous a répondu par l'intermédiaire de son chef de cabinet. Je suis intervenu auprès de M. Ban Ki-moon. J'ai proposé d'ailleurs à ce qu'on puisse tous signer, tous les partis autonomistes, ce courrier. Malheureusement, ça a été une fin de non-recevoir. On m'a même indiqué que ce n'était pas à nous à apprendre au Tahoera à faire de la politique. Mais ne craignez-vous pas un effet d'aspirateur vers le vainqueur et finalement de perdre des voix au profit du Tahoera Ahuilatira? 45 000 électeurs se sont prononcés pour une autre autonomie. 45 000 électeurs, c'est-à-dire simplement 5 000 voix ou 6 000 voix de différence avec le Tahoera. Et je suis certain qu'il y a des électeurs qui ont voté Tahoera au premier tour, qui vont réfléchir à deux fois au second tour, puisque nous repartons au second tour et Atia Purinetia est présent. On va laisser terminer. Laissez-moi rire. 45 000 électeurs auraient voté pour Atia Purinetia. C'est pas ce que j'ai indiqué, M. Floss. Une autre autonomie. On peut toujours le dire, mais la réalité, c'est 19,92%. C'est-à-dire 20%. C'est ça la réalité, 20% Monsieur Rohfritsch. Et la fameuse lame de fond jaune est devenue orange. Convenez-le, Monsieur Rohfritsch. Un peu de modestie, s'il vous plaît. Teva Rohfritsch parle d'une nouvelle autonomie concernant vos condamnations. Le politologue Semir Alwardi a dit sur notre plateau dimanche soir, les Polynésiens ont, je cite, la mémoire gommeuse. Peut-on vraiment changer à 82 ans? Alors, quelle est cette nouvelle autonomie? Monsieur Rohfritsch peut-il nous décrire? Est-ce qu'il y a une nouvelle autonomie, une nouvelle loi? J'aimerais bien que l'on m'explique quelle est cette nouvelle autonomie.
Quelle est cette nouvelle autonomie? Je crois que c'est la troisième partie de cette émission. Je suis venu pour répondre à vos questions. Notre nouvelle autonomie, effectivement, nous en avons parlé pendant toute cette campagne. C'est une autre vision de la relation avec l'État. C'est une autre vision aussi de cette course institutionnelle qui a été lancée depuis un moment. C'est aussi un retour peut-être à plus de mesures, à une gouvernance plus partagée, à la décentralisation, à une meilleure prise en compte du pouvoir des maires et de nos archipels. C'est tout un tas, effectivement, de réformes que nous souhaitons mener. Je crois que nous aurons l'occasion tout à l'heure de les développer. Et puis, c'est aussi de la crédibilité. Parce que ce qui est important, là, c'est de rétablir cette confiance avec l'État. La confiance avec l'État va nous permettre aussi de rétablir la confiance avec l'ensemble des bailleurs de fonds, redonner confiance aux investisseurs et faire en sorte que notre pays recrée de l'emploi. Parce que je crois que ce qui est au cœur du débat du deuxième tour, ça va être l'emploi, la capacité à faire redémarrer la machine. On va parler du social plus tard. Une seule autonomie d'après Gaston Floss. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas vous être réunis pour faire bloc face à l'indépendantiste Oscar Temalu? Est-ce que finalement, le problème, c'est l'homme, Gaston Floss, ou est-ce que c'est le Tarouéra? D'abord, 75% des électeurs se sont prononcés au premier tour pour l'autonomie. Donc ce sujet est réglé. Ensuite, M. Floss, je le sais, s'évertue à effacer aussi ce statut d'autonomie de gestion qui avait été obtenu par M. Sanfort à l'époque. Donc faire démarrer tout au Tarouéra Atira est une vieille recette que nous avons l'habitude d'entendre. Et je crois que lorsqu'il parle de surenchère institutionnelle, combien de fois avons-nous changé de statut sous sa présidence? Il y a eu une course effrénée à récupérer des compétences sans forcément avoir préparé ce transfert de compétences. Il y a des domaines entiers que nous avons récupérés qui aujourd'hui ne sont pas mis en application, par manque de cadre, par manque de préparation. Et lorsque M. Floss dit l'autonomie, ce ne sont pas les hommes mais la loi, je ne suis pas d'accord. C'est avant tout les Polynésiens qui doivent vivre cette autonomie, tous les Polynésiens, et pas simplement une loi qui serait faite sur un coin de table à Paris avec quelques amis et qu'on aurait préparé. Ensuite, quand on parle de la décentralisation, quand on parle de M. Mitterrand, c'était la vague de décentralisation. Vous voyez qu'on nous empêche de parler. Lorsqu'on parle de M. Mitterrand, c'était la vague de décentralisation qui a aussi conduit, effectivement, à donner plus de compétences à la Polynésie française. Il n'y a aucune victoire particulière à en retenir, si ce n'est qu'à un moment, l'État a souhaité accompagner cette vague de décentralisation, y compris en Outre-mer. À Atia Polinetia, dans votre programme, il y a quelques similitudes avec le Tarouéra. Est-ce que vous visez le même électorat? Nous visons tous ceux et toutes celles qui souhaitent se projeter vers l'avant et construire cette autonomie différemment. Et permettez-moi de relever d'ailleurs que lorsque M. Floss parle de 2004 et du rêve de M. Oscar Temaru, ça ne l'a pas gêné en 2007. Lorsqu'il y a eu cette grande alliance pour pouvoir faire la paix dans le pays, et il s'était engagé d'ailleurs à construire cette paix durablement. Donc je crois qu'il ne faut pas réviser effectivement l'histoire. Moïtaï a raison, il faut regarder vers l'avant. Et nous souhaitons nous adresser aux Polynésiens qui ont envie, qui reconnaissent des choses qui ont pu être faites par M. Floss, parce qu'il y a eu de bonnes choses de faites également. D'autres moins bonnes, mais nous ne sommes pas là pour juger. Mais qui simplement souhaitent aujourd'hui, eh bien, passer à autre chose et passer à cet avenir qu'il nous paraît important de construire, parce que le système qui aujourd'hui est quand même en grande difficulté n'est pas que le fait de la gestion du dernier gouvernement. Nous savons tous bien que depuis 2001, l'économie polynésienne commençait à décliner. Nous savons aussi qu'il y a eu eh bien, certaines des mesures dans certains projets qui ont pu être menés hors de prix. Nous sommes 270 000 habitants et nous souhaitons donc ramener eh bien, à la raison et à la mesure les projets qui seraient portés par la Polynésie française. Nous sommes moins de 300 000 habitants. 5 millions de kilomètres carrés d'eau, c'est vrai, mais 300 000 habitants. Tevaro Fritsch, lors de sa conférence de presse, le Tarouéra a sous-entendu qu'il y aurait des alliances en préparation entre Atia Polinetia et l'UPLD. Confirmez-vous qu'il y a eu des rencontres, des discussions entre Gaston Tong-Sang et Oscar Temaru? Pendant toute cette campagne, M. Floss et le Tarouéra ont passé leur temps à raconter des petites histoires pour essayer de faire peur aux électeurs en disant qu'ils étaient le seul recours contre ce méchant Oscar Temaru et ce prétentieux de Tevaro Fritsch qui osait se présenter en dehors du Tarouéra Huiratira parce qu'il n'y a qu'une autonomie, c'est celle du Tarouéra. Écoutez, je crois qu'il faut arrêter de prendre les Polynésiens pour des imbéciles. J'ai bien indiqué qu'il n'y avait pas de tractation, il n'y a eu aucun contact. Je n'ai pas contacté ni même M. Floss ni M. Oscar Temaru. Donc voilà, je crois qu'il faut arrêter de raconter ce genre d'histoire. Je viens d'apprendre aussi une nouvelle vision de l'histoire qui s'est écoulée. Donc il n'y a pas eu de GIP, il n'y en aura plus. Il n'y a pas eu de DIGE, il n'y en aura plus. Alors qu'on nous a ressorti toutes ces anciennes recettes pendant toute la campagne. Vous avez raison, mais vous n'avez pas obtenu la réponse à votre question. C'est bien ça, c'est remettez-moi au pouvoir et tout redevient comme avant. C'est bien ce qui a été dit pendant tous les soirs, dans tous les meetings. Moïtaï Brotherson.
Monsieur Rofrich, oui ou non? Tous les matins, non. Monsieur Rofrich, oui mais ou non? Mais nous nous sommes vus, effectivement, et j'ai participé à une réunion, Monsieur Floss. Vous aviez appelé, vous aviez appelé à recevoir. Vous aviez appelé à la réunion, oui ou non? On va laisser Monsieur Rofrich répondre. Est-ce que je peux répondre à la question? Allez-y. Vous aviez appelé à la réunion des autonomistes, et je suis venu assister à cette réunion, puisqu'il était question de faire, vous souhaitiez faire une union des autonomistes. Oui. Oui. On a vu comment elle était concrétisée. Elle s'appelle le Tahwir Ahwil Attila. C'est-à-dire que rien ne peut exister dans le pays en dehors du Tahwir Ahwil Attila. Rien. Absolument rien. Monsieur Buissou, d'ailleurs, en a fait les frais. Madame Lévy Agami, Monsieur Théari Alpha. Vous parlez du bilan de Monsieur Tong Song, mais demandez-leur. Ce sont vos nouveaux bras droits. Ce sont ceux qui ont construit avec vous votre liste, Monsieur Floss. Simplement, à Atia-Purinetia, nous souhaitons faire autre chose. Il n'est pas question de venir endetter davantage la Polynésie. Il n'est pas question de revenir dans ce système qui avait été mis en place. Parce que lorsque l'on parle des 70 000 personnes au RSPF, lorsque l'on parle des difficultés économiques de notre pays, n'oublions pas d'abord une chose, c'est l'instabilité politique qu'il y a eu depuis 2004. Et Monsieur Floss, vous n'allez pas me dire que vous étiez totalement étranger à ces renversements de gouvernement. Et notamment ceux présidés par M. Tong Song, et d'autre part, c'est qu'on n'a jamais préparé cette période de l'après-nucléaire, jamais raisonnablement. L'argent a été pris pour faire des diges, un petit peu d'argent, le temps d'occuper ces jeunes, mais on ne les a pas mis dans une démarche de professionnalisation pour apprendre un métier, pour pouvoir s'assumer. On a distribué des aides, effectivement, on n'a pas préparé la suite. Et c'est pour ça que nous nous levons aujourd'hui, pour avoir une autre vision de cette autonomie. Moetai Broderson, vous êtes d'accord avec cette vision de Teva Rofrich? Madame Miché, je voudrais réagir tout de même à ce qui vient d'être dit. Allez-y, puis après très court, parce que très brièvement, on parle de mémoire, effectivement. Je crois que M. Floss vient de faire la démonstration qu'il a, j'allais dire fomenté, mais ce serait un mot un peu fort, qu'il a participé à beaucoup de motions de défiance et qui ont participé à l'instabilité politique, puisqu'à chaque fois, il m'a demandé de participer au gouvernement qu'il formait lui-même ou qu'il formait avec Gaston Tong Song ou avec M. Temarou. Absolument. Absolument. Et je n'ai aucun regret sur le sujet. Si ce n'est celui... Oui, si ce n'est celui que vous n'avez pas tenu parole à chaque fois, puisque au bout de 2-3 mois, après vous êtes allié avec l'un, vous êtes allé avec l'autre pour le renverser. C'est ça la difficulté. Et à un moment, j'ai dit ça suffit. Et effectivement, j'ai rendu mon siège au Tahwir Ahwil Attila à l'Assemblée. S'il vous plaît, Gaston Floss, un mot avec Teva Rofrich. Créer 15 000 emplois, Moetai Broderson dit que c'est impossible, c'est un mensonge. Qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement? Ce que je voudrais d'abord dire, ce qui est à M. Floss et à M. Temarou dans cet accord du 777, c'est de l'avoir fait dans le dos des électeurs. On va avancer sur le social très rapidement. Mais attendez, M. Floss est revenu dessus, permettez-moi de lui répondre. Et je me souviens d'une phrase qui a été prononcée publiquement: le Tahwir Ahwil Attila ne conclura aucune alliance avec les indépendantistes. Souvenez-vous. Ça me gêne un peu de reparler de ce serment. Et nous avions tous été choqués par cette parole qui n'a pas été tenue, y compris au Tahwir Ahwil Attila, parce que j'étais au Tahwir Ahwil Attila. Et lorsque M. Tong Song avait gagné les élections en 2008, M. Fritsch, Mme Merceron et moi-même avions été envoyés par le président du Tahwira pour négocier une plateforme autonomiste pour appliquer ce serment. Et c'est là que nous avons appris, en tout cas pour ma part j'ai appris, qu'il y avait eu cet accord secret. C'est ça qui est reproché. La paix en Polynésie, le rétablissement de discussions entre ces deux grands leaders, pourquoi pas? Mais pas dans le dos des électeurs, c'est ça qui a blessé beaucoup de Polynésiens. Ce que je pourrais dire, Monsieur Teva Rofrich faisait partie du premier gouvernement. À votre après demande. Après le 7-7, c'est le gouvernement. Attendez, mais je vais on va pas refaire l'histoire, Gaston c'est le Floss. On a bien gouvernement compris que tout du le monde s'était 23 allié avec tout le février monde. 2008. Il faisait partie de ce gouvernement. Et j'étais ministre des Finances. Absolument pas. Et vous le savez. On a bien compris que tout le monde s'était allié avec tout le monde. Et vous le savez. Sur le nombre de chômeurs, environ 14 000, 15 000 inscrits au CEFI. Moetai Broderson vient de dire que c'était un mensonge de promettre 15 000 emplois au lendemain des élections. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce que nous proposons... D'abord, si vous permettez, j'ai jamais promis 15 000 emplois. Monsieur Broderson est un menteur. On va laisser Teva Rofrich. J'ai jamais promis 15 000 emplois. Ici même, je pense qu'on peut retrouver l'enregistrement. Monsieur Floss dit il y a aujourd'hui 15 000 chômeurs. Demain, avec notre
caisse d'accompagnement à l'emploi, à chacun de ces 15 000 chômeurs, nous promettrons 80 000 francs pour les moins de 30 ans et 100 000 francs. Monsieur Broderson, vous mentez. Vous aurez dû venir avec la... Vous aurez dû venir avec... Vous mentez. Non, c'est un contrat d'accès à l'emploi pour les jeunes et pour ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont au chomage par la faillite de votre gouvernement, Est-ce que je peux répondre à votre question? de votre système. Je ne voudrais pas entrer dans le débat. Dès qu'on parle de mensonge, M. Floss s'anime. J'essaie de répondre à votre question. Ce que j'ai entendu en tout cas, c'est qu'il y aura peut-être un GIP, mais il ne s'appellera plus GIP. Il y aura des DIGE et des SIGE, mais il ne s'appelle plus DIGE et SIGE. C'est que ça a changé depuis le premier tour. Donc c'est fabuleux. Ce que nous souhaitons faire, c'est effectivement remettre l'emploi au cœur des politiques publiques. Nous devons ramener l'école vers les métiers et vers l'emploi. Nous souhaitons mettre en place des contrats d'alternance et d'apprentissage, utiliser les fonds de formation professionnelle, mobiliser effectivement les partenaires sociaux autour de ce challenge qui n'est pas d'occuper les jeunes avec un peu d'argent à balayer les bords de route, leur apprendre un métier. Il y a aussi nos anciens qui aujourd'hui ont des savoir-faire et qui souhaitent les transmettre. Et la notion d'apprentissage qui a existé dans beaucoup d'autres pays est importante et elle doit être mise en place en Polynésie. Un cadre doit permettre à nos jeunes d'avoir des contrats effectivement financés par la Polynésie française en relation avec le monde de l'entreprise. Parce qu'il faut amener nos jeunes dans l'entreprise. Et ça, c'est un challenge important. Ensuite, nous souhaitons mettre en place un plan de relance autour du logement. Parce que le logement, c'est le bâtiment. Et c'est un moyen de créer assez rapidement, effectivement, de l'emploi. Et donc, nous axerons les pouvoirs publics polynésiens et nous demanderons également à l'État de prolonger ce volet du contrat de projet qui, aujourd'hui, n'est pas assez mis en œuvre dans le cadre du logement. Alors, vous savez qu'il y a quelques milliards qui manquent. Seulement 1/5 des crédits qui sont engagés. On a l'impression que finalement, ce n'est pas si simple que ça de lancer la construction de logements sociaux. C'est pas si simple. Il y a une question de volonté également politique. Nous avions fait des propositions lorsque j'étais effectivement au gouvernement à la demande de M. Floss. J'avais fait des propositions à l'État pour aussi simplifier les procédures administratives. On est venu monter une usine à gaz qui empêche d'utiliser ces crédits. D'autre part, on sait tous que la grande problématique, c'est le foncier. La Polynésie française est propriétaire d'une grande partie du foncier en Polynésie. Il faut libérer ce foncier, aménager des espaces et les rendre accessibles à la population. Et voilà ce que Hatia Purinitia souhaite mettre en œuvre si la population nous fait confiance. Finalement, Moetei Broderson, pour l'UPLD qui se dit proche du peuple, on va rebondir sur le logement social. Je pense qu'il faut vous consacrer une émission, M. Floss. Pour l'UPLD qui se dit proche du peuple. On a bien compris, Gaston Floss. Moetei Broderson vient de s'expliquer sur les difficultés rencontrées. Teva Roffrich, vous, en matière de logements sociaux, comment est-ce que vous proposez de résoudre ce problème? Effectivement, il faut que la Caisse des dépôts puisse s'installer en Polynésie. Et je pense qu'ils sont allés voir M. Floss pour être sûr qu'il n'allait pas les empêcher de s'installer en Polynésie, parce qu'il n'a pas toujours très bien accueilli la Caisse des dépôts chez nous, il faut le savoir. Ensuite, il faut aussi que l'on puisse permettre au secteur privé de pouvoir avoir recours au crédit sur les logements sociaux. Il y a des promoteurs privés, en toute transparence, bien entendu, dans le respect des règles de financement et de restitution, on va dire des marges dégagées, qui doivent permettre, qui doivent aussi pouvoir construire des logements sociaux. Et pour ça, il faut passer un accord avec l'État. Et donc, il faut rétablir cette relation de confiance avec l'État pour que la Caisse des dépôts, aux côtés de l'OPH qui a des difficultés aujourd'hui à construire, mais aussi que les investisseurs privés, que les promoteurs privés puissent construire du logement social. Parce que le souci majeur, il est à la fois de donner un logement à toutes ces familles qui attendent, quelques milliers de familles depuis des années, mais également de donner du travail à tous ces employés du bâtiment qui aujourd'hui n'ont pas de travail. Et donc c'est un meilleur relais que celui de la commande publique dans l'immédiat, parce que nous savons tous qu'il va falloir établir une relation de confiance avec les bailleurs avant de pouvoir relancer des opérations de commande publique. Et ça va prendre plusieurs mois. Donc, il faut arrêter de mentir à la population. C'est effectivement par le logement, et Hatia Purinitia le dit depuis le début. Parce que je note que M. Floss a changé un peu son programme au fil des semaines qui se sont écoulées. Depuis le début, nous disons que c'est par le logement qu'il faut relancer la machine. Un mot, Moetei Broderson, maintenant ce mécanisme qu'on appelle l'aide familiale au logement étendue aux logements sociaux qui sont construits par les investisseurs privés et qui ne sont pas donc dans la sphère du public. C'est pour notamment pallier au problème des impayés? Bah oui, tout à fait. Pourquoi ne l'avez-vous pas mis en place? Vous êtes au gouvernement. Quoi donc? On n'est pas réinscrit encore. C'est la réinscription qui va donc donner l'aide. C'est la grosse différence entre nous et la Calédonie. Oui. C'est une potion magique. Pour sauver le RSPF et le système de retraite, vous, quelles mesures concrètes proposez-vous?
Alors d'abord, pour sauver la protection sociale, c'est bien entendu l'emploi qu'il faut remettre en avant et recréer de l'emploi, puisque ça va amener des cotisations qui aujourd'hui font défaut. Donc c'est pour ça que le premier axe, qui est celui de l'emploi, c'est à la fois pour donner de la dignité aux familles, mais pour redonner des cotisations à la caisse de prévoyance sociale et aux différents régimes. Ensuite, il faut rappeler également l'État à ses responsabilités, notamment en matière de financement de la solidarité. Ça fait des années que les conventions n'ont pas été rétablies. Je suis étonné d'ailleurs que le gouvernement actuel... Parler de la Convention Santé-Solidarité, c'est ça? Notamment, mais l'État doit participer. Je suis étonné que M. Temaru, qui est très ami avec M. Hollande, paraît-il, n'ait pas été, dès l'élection de M. Hollande à Paris, pour demander à ce que l'État vienne participer au financement de cette solidarité. Mettons en œuvre cette citoyenneté française qui est la nôtre. Et l'égalité, la fameuse égalité, la fraternité en métropole doit s'appliquer également en Polynésie. Et s'il ne s'agit pas de la main tendue, c'est peut-être ce qui a gêné M. Temaru. Il ne s'agit pas d'une politique de main tendue, mais simplement de dire à l'État, vous devez participer à la solidarité des Polynésiens, surtout quand ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire en ce moment. Donc c'est également un axe. Bien entendu, il faudra aussi revoir cette politique des dépenses de santé. Il faut rétablir le dialogue qui a été perdu malheureusement, avec les différents professionnels de santé, avec le conseil d'administration de la CPS. Il y a certainement quelques réformes à faire. Nous pensons aussi que le gouvernement doit reprendre sa place pleinement au sein de ce conseil d'administration, pas simplement en tant qu'employeur public, mais en tant que gouvernement. Parce que les responsabilités, elles sont ensuite les nôtres. Et parmi les responsabilités que nous exercerons, si nous sommes élus, il faudra bien rétablir cette équité sociale et faire en sorte que la CST sur les plus hauts revenus soit augmentée. Nous l'avons annoncé, nous le ferons également. Je sais que d'autres l'ont proposé, mais ça fait partie d'une meilleure redistribution des richesses dans notre pays. Moïtaï Brotherson, juste un mot, on se souvient. Et combien de milliers d'emplois va-t-il créer? Madame Guichet, vous avez noté quand même que depuis le début de notre débat, M. Floss ne répond pas à vos questions et pose et distribue les questions aux autres. C'est une manière, c'est une manière d'échapper aux réponses, parce qu'on ne sait toujours pas comment il va créer ces 15 000 emplois et le financement de sa PSG. Donc j'aimerais bien qu'il réponde, parce que je souhaiterais réagir à sa réponse, s'il veut bien. Bon, si vous ne voulez pas répondre, c'est cool. Théodore Refridge, vous aussi, hein, vous voulez revoir ces tranches de la CS sur la Je venais d'en parler. Vous avez vu que M. Floss soutient le programme de Hatia Purinetia. Sur la création d'emplois qui inquiète M. Floss, les 15 000 emplois. C'est M. Floss qui a parlé de 15 000 emplois tout à l'heure, souvenez-vous-en. Donc j'attends toujours de savoir comment il va les créer. C'est Moïtaï qui a parlé de 15 000 emplois. Je n'ai jamais parlé de 15 000 emplois. C'est l'échappatoire. Nous allons créer des... Les salaires sont suffisants, il faut juste que les représentants travaillent davantage, qu'il y ait un système de présence, peut-être des jetons. Vous êtes d'accord avec ça? Si on demande des efforts aux Polynésiens, il faudra que les élus fassent aussi des efforts, très clairement. Et donc, nous souhaitons, bien entendu, prendre aussi des mesures assez fortes de réduction des coûts de fonctionnement du gouvernement et de l'Assemblée. Si je suis élu et si je suis président de la Polynésie, je souhaite également regrouper l'ensemble des ministres qui seront dans une configuration plus restreinte. Nous pensons mettre en place 8 ministres simplement et les réunir tous au même endroit, réduire aussi la taille des cabinets et les salaires, effectivement, des personnels qui travaillent dans ces cabinets, pour faire en sorte que, bien entendu, ces économies-là ne vont pas résoudre tous les problèmes de la Polynésie, mais bien dire à la population que les élus feront aussi ces efforts pour accompagner ce changement que nous souhaitons tous. Mais la réforme aussi, l'une des réformes principales qu'il va falloir mener, c'est cette réforme de l'administration, qui a été créée dans une période d'opulence, sous Jacques Chirac, effectivement, avec la bombe nucléaire et avec les transferts financiers de l'État qui étaient importants. Ça coûte 32 milliards chaque année au pays. Énormément aujourd'hui au pays. Ça veut dire quoi? Fermer des SEM, licencier, des départs volontaires? Il faut arrêter de faire concurrence au secteur privé sur des fonds publics. C'est-à-dire qu'il y a des satellites qui ont été créés, vous le savez, dans le domaine de la pêche, à un moment même dans le domaine de la culture et dans d'autres domaines qui ont été créés et qui viennent faire concurrence artificiellement au secteur privé. Il faut donc à un moment raison retrouver et recentrer l'administration du pays sur ses missions essentielles et redéfinir le service public polynésien avec les fonctionnaires. Il y a eu des assises récemment de la fonction publique territoriale. Il y a des propositions, les assises du service public polynésien, et il y a des propositions qui émanent de ces forces vives que nous avons dans l'administration, qui ne demandent aussi qu'à s'exprimer.
Parce que nos fonctionnaires ont mal vécu aussi cette instabilité politique, avec des changements d'orientation tous les 6 mois, quand ce n'était pas tous les 3 mois, et qui aujourd'hui ont un outil de travail qu'ils n'arrivent plus à maîtriser non plus. Il faut redonner de l'oxygène aux entreprises en retirant toute cette lourdeur administrative qui a été mise en place, mais on sait tous à une autre époque, pour mieux contrôler ce qui se passait, que ce soit dans les archipels, que ce soit dans les secteurs économiques, pour qu'à un moment, et je pense souvent à cette image de la toile d'araignée qui a été tissée, eh bien pour pouvoir se mettre au centre et maîtriser tout ce qui se passe dans le pays. Il faut redonner de l'oxygène. La toile d'araignée, c'était vous l'araignée avec toutes ces SEM créées qui parasitent le système privé, d'après Teva Rohfritsch? Ça fait partie des réformes. Nous sommes en 1995. Madame Guichet, si je peux me permettre de répondre, parce que M. Floss veut faire tout seul son débat ce soir, comme il a l'accoutumé de faire, et ça nous dit d'ailleurs comment tout va redevenir comme avant s'il était élu. Il va faire les questions, les réponses, les remarques, les attaques et les poubelles. Ce que je voulais lui dire, M. Floss, c'est que j'avais déjà une très bonne situation avant d'être élu pour la première fois, quand vous êtes venu me chercher. Vous avez dit, d'ailleurs, vous m'avez sorti du trou, et je crois que le groupe bancaire auquel j'appartenais a particulièrement apprécié que vous l'ayez qualifié de trou. Mais je crois que vous avez prévu de vendre la banque Socredo. Ensuite, je voudrais simplement dire qu'effectivement, j'ai une bonne situation aujourd'hui. Je n'ai pas à confirmer des chiffres, quels qu'ils soient. Ce que je puis vous dire, c'est que malgré la bonne situation que j'ai choisi de me lever et d'être élu, effectivement, par la population. Et je siégerai à l'Assemblée, M. Floss, combien même en opposition. Mais je pense que rien n'est joué et qu'il y a encore la possibilité pour Atia Purinetia de gagner ces élections. Mais si je suis dans l'opposition, je siégerai. Soyez rassurés, et je serai présent à tous les débats et à tous les projets que vous présenterez à l'Assemblée, même si effectivement j'y perds beaucoup. Parce que moi, je n'ai pas le salaire de sénateur, je n'ai pas cumulé avec la fonction de président de la Polynésie, avec ma retraite de l'Assemblée, ma retraite de maire, je n'ai pas cumulé. D'ailleurs, je serai un président à 100%. Un président à 100%, c'est-à-dire que je ne briguerai pas de mandat si je suis élu président de la Polynésie française pendant la durée de ce mandat. Pas de maire, pas de sénateur, pas de député. C'est les champions des cumuls qui viennent nous donner des leçons ce soir de salaire et d'indemnité. Je crois que les Polynésiens feront le tri. Je n'ai pas de grande propriété à VTA, à Erima, ni à Huahine ou à Ranlag. Je ne me suis pas enrichi sur le dos des Polynésiens. Je souhaite simplement qu'on amène de la transparence, une meilleure gestion, une gestion plus saine et qu'on arrête la démesure. On a parlé tout à l'heure de l'hôpital. La facture initiale, 10 milliards, ça a fini à 40 milliards. Vous avez cité les 20 milliards de coûts de fonctionnement. Le palais présidentiel a coûté pas loin de 5 milliards, 4 milliards et quelques. Souvenez-vous-en, la mairie de Pire a coûté combien? Est-ce que M. Floss peut répondre? Pour 14 000 habitants. C'est tout ça qu'il faut arrêter. C'est cette démesure qu'il faut arrêter. Et nous sommes nombreux à être effectivement prêts à laisser nos situations personnelles, parce que j'aurais pu rester chez moi, effectivement, et continuer de contempler les uns et les autres s'affronter, tout simplement pour récupérer le pouvoir. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une autre autonomie qui se mette en place et qu'il y ait une nouvelle classe politique qui se lève. Et c'est pour ça qu'Atia Purinetia se présente à ces élections. Et je siégerai, M. Floss. Ne vous inquiétez pas. Moïtaï Brotherson, avant de passer à la suite de l'émission, vous êtes d'accord avec cette vision? Monsieur Floss, est-ce que... Rapidement terminer sur cette gestion des fonds publics, puis après on va passer à vos visions d'avenir, à vos grands projets. Teva Rohfritsch. J'ai été mis en cause personnellement. Je voudrais dire à M. Floss que la Polynésie et les Polynésiens ne croient plus à ces petites histoires. Le meilleur rapport que je lui conseille de lire, c'est ceux de la Chambre territoriale des comptes. Lorsqu'on sait quels ont été les salaires qui ont été versés à l'OPT, dans les cabinets de la présidence, le coût du GIP, le coût de ces investissements pharaoniques, je crois que je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Floss en matière de gestion de fonds publics. Moïtaï Brotherson, une réaction rapide, vous êtes d'accord? Teva Rohfritsch, des taxes mieux réparties, c'est également dans votre programme? Nous ne souhaitons pas lever de nouvelles taxes, mais effectivement mieux utiliser les recettes fiscales qui sont mises en œuvre. Et nous souhaitons aussi revoir les dépenses, effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais pas simplement du gouvernement ou des élus, il faudra faire des efforts, mais revoir tout ce système qui a été mis en place. M. Floss parlait tout à l'heure du départ du CEP. Il nous a dit qu'il a fallu gérer l'arrêt des essais nucléaires. Ce qui est reproché aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas géré la reconversion de notre économie polynésienne, c'est-à-dire asseoir cette économie sur vraies recettes, sur une économie réelle. Nous sommes restés sur ces transferts financiers. M. Floss, son souci à l'époque, c'était de gérer la paix sociale pour Papa Chirac, qui au moment de l'arrêt des essais lui a demandé de gérer ça, et on a créé des satellites sur satellites, c'est-à-dire qu'on est venu créer de la ponction fiscale artificielle. Il faut arrêter d'aller continuer de taxer les Polynésiens pour financer cette démesure. C'est ce que nous indiquons effectivement. Il faut donc revoir cet outil de l'administration, enlever cette toile d'araignée.
Cette toile d'araignée qui avait vocation à vouloir tout contrôler, tout surveiller. Les entreprises, les archipels, redonner du pouvoir dans les archipels, reconnaître les archipels. On a reproché à Paris d'être centralisateur. Mais le système qui a été mis en place était encore plus centralisateur, c'est-à-dire que rien n'existe en dehors de Papeete. On souhaite redonner aux Raromatei, aux Marquises, aux Australes et aux Tuamotu bien des compétences, les accompagner, leur donner aussi des pouvoirs de décision. C'est ça aussi cette autre vision de l'autonomie, parce qu'il faut non seulement un meilleur partage des richesses de notre pays, mais aussi un partage des compétences. Il faut arrêter de penser qu'un seul homme doit décider de tout. Avant de parler des projets concrets qui dégagent de gros bénéfices, Teva Rofrich, sur les grands projets, où il y a notamment la route des Coteaux, Faratea également, il me semble. Non, il n'y a pas Faratea, c'est M. Floss qui veut relancer son projet, qui je crois a coûté une centaine de milliards à Faratea. Et 60 milliards à l'aéroport, il me semble. C'est-à-dire qu'on s'approche du chiffre de 500 milliards. Vous savez, on m'a taxé d'être un menteur depuis le début de la... mais M. Floss est en train de s'en approcher tout doucement. On va vous laisser répondre. En train de cumuler les équipements. Et j'espère que vous ferez l'addition tout à l'heure, parce que là, elle risque d'être lourde, non seulement pour notre génération, mais pour celles qui viennent après. Et c'était un de nos points de désaccord, M. Floss, souvenez-vous-en, puisque je vous avais demandé, lorsqu'on s'était vu à ce petit déjeuner, comment est-ce que vous allez financer vos grands travaux? Vous avez dit, mais un emprunt de 400-500 milliards. Et je vous ai dit, mais comment est-ce que vous allez rembourser ça? Il dit, mais ça, c'est votre problème. Gaston Floss, sur ce fameux emprunt. Et ça, c'est votre problème. Et donc, si je peux finir sur les équipements, si je peux finir les équipements, si je peux finir sur nos projets, sur les équipements. D'ailleurs, monsieur... Vous l'attaquez sur l'emprunt. Je n'attaque personne, je mets simplement chacun devant les responsabilités. Monsieur Edouard Fritsch a confirmé ce montant. Monsieur Edouard Fritsch a confirmé publiquement ce montant dans les nouvelles de Tahiti, un excellent quotidien, en disant même que c'était peut-être un peu plus que 500 milliards, mais qu'il n'avait pas encore trouvé la banque pour le financer. Sur ce fameux emprunt, Gaston Floss, vrai ou faux? Peut-être que Edouard Fritsch l'a dit, mais moi je ne l'ai jamais dit, apporter la preuve de ma déclaration. Mais vous mentez, Comment financerez-vous vos grands projets? Le grand Aucune banque ne nous c'est prête. l'aéroport de Tahiti Faa, bien sûr. Les plans sont faits, ils sont à la présidence. Mais ça veut dire quoi? Que l'aéroport doit revenir sous le giron du pays? Mais évidemment, et le président de la République, Jacques Chirac, était tout à fait d'accord à transférer la propriété. Jacques Chirac n'est plus aux commandes de l'État. Comment est-ce que vous négociez ça? C'est bien ça le sujet. Madame. C'est bien ça le sujet. Jacques Chirac était d'accord à transférer la propriété au pays. Les plans sont faits, ils ont été réalisés par Aéroport de Paris International. Ils sont à la présidence, à la disposition de M. Temarou. Et ça, c'est un chantier qui va créer au moins 1000 à 1500 emplois directs et indirects. Le port de Faratea a été prévu pour un port de pêche international et les Coréens aujourd'hui sont encore intéressés par ce port international. Alors, si on vient nous dire que ça n'a pas d'utilité, on ne va pas perdre le fil du débat. Sur le financement de vos grands projets, ça passe par quoi? Eh bien, par des emprunts, bien sûr, mais des emprunts mesurés. Mais il faut être fou pour parler de 500 milliards d'emprunts. Pour construire quoi? Pour construire quoi? Vous l'avez désigné comme votre dauphin, ne le traitez pas de fou. L'aéroport, à l'époque, était estimé à 50 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 500 milliards? Faratea, Teranui, la route traversière, le front de mer, le réaménagement. Mais les projets sont prêts. Et le président de la République était prêt à participer à 30% de cet investissement. Le second, c'est le port de Faratea, un port de pêche international, absolument. Le troisième projet, c'est l'aéroport international de Bora Bora. Ces grands projets, combien ils vont coûter et comment allez-vous les financer? Mais je vous ai dit, l'aéroport de Tahiti Faa, 50 milliards, avec apport de l'État à 30%. Ensuite, il y a le port de Faratea qui est resté en panne depuis 10 ans. Et là, je pense que la dépense serait de l'ordre d'une vingtaine de milliards. Et puis l'aéroport de Bora Bora, transformé en aéroport international, de l'ordre d'une vingtaine de milliards. Mais on est loin des 500 milliards dont parle monsieur. En tous les cas, les grands projets de Hatia Porinetia, quels sont-ils? Je suis très gêné ce soir, vous savez, parce que M. Floss traite celui qu'il vient de redésigner 20 ans après comme son dauphin de fou. Puisque je relis la déclaration de M. Fritsch, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut 500 milliards pour relancer l'économie en matière de gros chantiers. On va avancer sur les grands projets d'Hatia Porinetia. C'est dommage de traiter son dauphin désigné de fou.
devant les milliers de téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Nous faisons vite l'addition, 60, 100 là, 100 ici, on repartit dans la deux-mesures. Par exemple, sur l'aéroport de Tifa, nous disons qu'il faut rénover, le remettre aux normes. Il ne faut pas raser entièrement, déplacer l'armée. Ces grands travaux qui étaient prévus à l'époque, du temps de Papa Chirac, mais M. Chirac n'est plus président de la République, M. Floss. Il n'est plus président de la République. C'est Hollande aujourd'hui qui est président de la République. Nous pensons donc qu'il faut remettre entre 15 et 20 milliards dans l'aéroport de Tahiti-Faa. Il faut mettre entre 15 et 20 milliards dans l'aéroport de Tahiti-Faa. Pour Bora Bora, il faut le mettre aux normes internationales, mais pour accueillir des jets privés. Vous pensez qu'un client qui paye une nuit au Saint-Régis, que vous connaissez bien, M. Floss, ou au Four Seasons, a envie à minuit ou à 1h du matin d'avoir un Airbus qui passe au-dessus de l'hôtel qui est censé être l'hôtel de luxe international. Non, il faut agrandir le parking, mettre effectivement la police des airs et des frontières et la douane pour faire en sorte que les jets privés puissent venir se poser et qu'on reste sur le positionnement de luxe de Bora Bora. Nous souhaitons ici aussi réaménager tout le village de Veitapé. Il est important que Bora Bora soit à la hauteur du tourisme de luxe qui est envisagé là-bas. Il y a un programme également avec un emprunt mesuré, effectivement. Nous pensons passer à 15 milliards par an pendant les 5 ans et solliciter également l'intervention de l'État pour que l'État puisse nous accompagner dans le cadre de contrats de projet à redéfinir, que nous souhaitons appeler plutôt ça ressemble un peu au financement du Tahoe, là, une part de l'État et un emprunt. Il y a juste un zéro en moins parce que M. Floss a bien confirmé ces 500 milliards et M. Fritsch, qui est quand même mieux placé, c'est celui qui l'accompagne depuis 30 ans, comme il l'a indiqué, a bien confirmé ces 500 milliards. Et donc, nous souhaitons simplement revenir à une mesure. Il ne faut pas raser l'aéroport de Faa, mais lui redonner un bon coup de neuf et puis l'adapter au tourisme actuel. Il faut adapter l'aéroport de Bora Bora. Il faut faire cette route des coteaux également. Il ne faut pas repartir sur Terre à Nui. Il faut faire cette route des coteaux pour faciliter l'accès à la ville. Donc, ce que nous simplement nous disons, il faut revenir à une gestion plus raisonnable de nos fonds publics. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci.